Frida Kahlo, fille de la révolution mexicaine comme l'a déclaré la peintre elle-même, était une artiste mexicaine, populaire, qui défendait la culture de son pays. Tout au long de sa vie, elle a affirmé ses racines indigènes et espagnoles dans ses attitudes, son art et ses actions politiques. Elle a affronté les tempêtes de son époque, l'impérialisme, la montée du fascisme et les processus révolutionnaires socialistes effervescents et brillants. Elle était une communiste convaincue, une défenseuse du marxisme et des grands dirigeants du prolétariat international, Lénine, Staline et Mao Tse-tung. Elle a mené plusieurs batailles contre l'asservissement des peuples et la condition d'oppression des femmes, brisant plusieurs carcans pour devenir peintre et révolutionnaire au début du XXe siècle. Elle a lutté avec ardeur contre les préjugés d'une société capitaliste et sexiste. Elle a affronté avec optimisme les grands problèmes de santé qui l'ont affectée tout au long de sa vie, au service du peuple et de la révolution. Magdalena Carmen Frida Kahlo y Calderón est née le 6 juillet 1907 à Coyoacán, Mexico. Elle est la fille de Guillermo Kahlo, photographe d'origine allemande, et de Mathilde González y Calderón, femme d'origine indigène et espagnole. Elle est née à une époque où la lutte des classes faisait rage. La prise de pouvoir de plus de 30 000 paysans armés dans la capitale mexicaine en 1914, menée par Emiliano Zapata et Pancho Villa, sous le slogan « Terre et liberté », a été un événement qui a secoué non seulement le Mexique, mais aussi le monde entier. La rébellion paysanne pour la démocratisation de la propriété foncière a été l'un des processus révolutionnaires les plus importants d'Amérique latine. Elle a démontré le rôle des paysans dans la révolution des pays semi-coloniaux et semi-féodaux, et les limites de la bourgeoisie nationale du continent qui, dans cette rébellion, a trahi les intérêts des paysans en cédant aux diktats de l'impérialisme yankee, qui avait déjà usurpé la moitié du territoire mexicain depuis le XIXe siècle et qui dans le reste du pays, en alliance avec les propriétaires terriens et la grande bourgeoisie, exerçait une ingérence sur la production agricole. Frida avait l'habitude de dire qu'elle était née en 1910, l'année du début de la révolution mexicaine. Bien qu'elle ne soit pas née cette année-là, elle avait un lien profond avec ce grand événement. Elle a rappelé dans son journal que ses premiers souvenirs d'enfance étaient les batailles paysannes menées par Zapata et Pancho Villa. Je me souviens que j'avais 4 ans lorsque s'est produite la décade tragique, et que j'ai assisté de mes propres yeux à la lutte des paysans de Zapata contre les carancistes. Elle raconte l'attitude de sa mère, qui a ouvert les portes de sa maison aux révolutionnaires et laissé entrer les zapatistes pour soigner les affamés et les blessés. Frida a déclaré dans son journal « L'émotion claire et précise que m'a procurée la révolution mexicaine a été à l'origine de mon adhésion aux jeunesses communistes à l'âge de 13 ans. À l'âge de 6 ans, Frida Kahlo est atteinte de poliomyélite. À l'époque, les médecins lui recommandent de faire du sport pour renforcer ses jambes, et elle pratique la natation, le football et la boxe. Malgré cela, elle reste handicapée au niveau des jambes. C'est le premier problème de santé auquel elle a dû faire face, surmontant les limitations et les préjugés qui l'obligeaient à avoir une attitude active et combative durant son enfance. En 1922, à l'âge de 14 ans, alors qu'elle termine l'école primaire et qu'elle souhaite faire des études de médecine, elle est l'une des premières filles à intégrer l'école nationale préparatoire. Les répercussions de la grande révolution socialiste d'octobre 1917, qui a inauguré la première dictature du prolétariat, conquise par les ouvriers et les paysans russes, qui ont pris le pouvoir sous la direction magistrale de Lénine, ont touché le cœur des jeunes du monde entier, et le Mexique n'a pas dérogé à la règle. À l'école préparatoire, Frida rejoint Los Cacuatas, un groupe de jeunes socialistes qui défendent la culture et les traditions authentiques du peuple mexicain, encourageant les discussions scientifiques, politiques et artistiques, et mènent toutes sortes d'actions politiques contre les enseignants conservateurs et réactionnaires de l'école. Ses membres sont devenus par la suite les principaux dirigeants de la gauche mexicaine. À cette époque, elle devient une activiste politique et s'immerge dans l'atmosphère effervescente de la lutte des classes dans le monde et au Mexique, encore sous l'impact de la révolution paysanne menée par Emiliano Zapata et Pancho Villa. Dans une lettre au général Llanero Amüesca, en 1918, Zapata a démontré qu'il existait un lien étroit entre la révolution mexicaine et la révolution d'octobre. Nous gagnerions beaucoup, l'humanité et la justice gagneraient beaucoup, si tous les peuples d'Amérique et toutes les nations de la vieille Europe comprenaient que la cause du Mexique révolutionnaire et la cause de la Russie sont et représentent la cause de l'humanité, l'intérêt suprême de tous les peuples opprimés. Ici, comme là-bas, il y a de grands seigneurs inhumains, avides et cruels, qui ont exploité les grandes masses paysannes, de père en fils jusqu'au supplice. Et ici, comme là-bas, les hommes asservis, les hommes à la conscience endormie, commencent à se réveiller, à se secouer, à s'agiter, à châtier. Il n'est donc pas surprenant que le prolétariat mondial applaudisse et admire la révolution russe. De même
qu'il donnera son plein appui, sa sympathie et son soutien à cette révolution mexicaine lorsqu'elle réalisera pleinement ses fins. Dans ce contexte d'agitation politique et culturelle, le muralisme mexicain émerge. Fondé sur les valeurs nationales de la période précolombienne et l'art populaire, qui alimente la création artistique de l'époque et dont Frida Kahlo s'inspire pour développer son œuvre. Elle dépeint cette période de sa jeunesse dans un tableau intitulé Los Cacoatas, datant de 1927, et déclare dans son journal que c'est la période la plus heureuse de sa vie. Le 17 octobre 1925, à l'âge de 18 ans, Frida est victime d'un grave accident qui affectera sa santé pour le reste de sa vie. Elle se trouvait dans un bus qui est entré en collision avec un tramway. L'accident fait plusieurs morts et plusieurs blessés. Frida souffre de 11 fractures à la jambe droite, d'un pied écrasé et disloqué, de liaisons pelviennes dues au fait qu'une des barres de soutien du bus lui a transpercé le ventre, ainsi que de fractures de la colonne vertébrale. Beaucoup pensaient qu'elle ne survivrait pas à ces blessures. Après l'accident, elle est restée alitée pendant des mois. Sa mère place un miroir au plafond et plusieurs sur les murs de sa chambre pour que sa fille puisse se voir. Avec la boîte de peinture à huile de son père, qui est également peintre, elle commence à peindre des autoportraits. Frida a déjà quelques notions d'art pour avoir accompagné son père dans son travail de photographe, qui lui a appris quelques rudiments du métier, et elle a suivi des cours de dessin avec le graphiste et publiciste Fernando Fernandez lorsqu'elle travaillait dans son studio. C'est à cette époque qu'elle étudie l'histoire de l'art et exécute ses premières œuvres. En 1928, Frida adhère au Parti communiste mexicain et joue un rôle actif dans la lutte des classes, luttant aux côtés de grands communistes. Elle rencontre Tina Modotti, communiste italienne en exil dans le pays, puis membre de l'Internationale communiste, qui joue un rôle internationaliste important en contribuant à la création du Secours Rouge International, une organisation qui soutient les persécutés politiques dans la première moitié du XXe siècle. Au Mexique, Modotti, qui a participé à la fondation du Parti communiste, a travaillé dans le SRI et a développé un travail politique révolutionnaire parmi les artistes et les intellectuels. Avec Frida, elle crée la Ligue des jeunes communistes, au sein de laquelle Tina rencontre diverses personnalités politiques et artistiques, ainsi que des réfugiés politiques. Le peintre mexicain, Xavier Guerrero, le cubain, Antonio Mela, compagnon de Modotti, l'écrivain Anita Berner, le photographe Edward Weston. À cette époque, Kahlo s'immerge profondément dans l'activisme politique et devient une militante active. Dans ces cercles, elle rencontre Diego Rivera, qui peint Frida et Tina dans une fresque du ministère de l'Éducation intitulée Insurrection. Dans cette fresque, les deux femmes apparaissent comme des militantes remettant les armes aux ouvriers et aux paysans. Rivera et Kahlo se sont mariés le 21 août 1929 et ont vécu ensemble pendant 4 ans aux États-Unis, où Diego a été chargé de peindre plusieurs fresques murales. Ce sont des années très difficiles pour Frida, qui subit une de ses fausses couches et dont les problèmes de santé s'aggravent lorsqu'elle doit être amputée d'un orteil. Elle ne supporte pas de vivre dans ce pays impérialiste et ne s'adapte pas au mode de vie américain. Elle fait plusieurs déclarations critiquant les Yankees et leur système d'exploitation et d'oppression. Dans l'une d'elles, elle qualifie l'endroit de Gringoland. En novembre 1931, elle écrit à son médecin, le docteur Elosser, « J'aurais vu des milliers de personnes dans la plus terrible misère, sans nourriture ni endroit pour dormir. Ce qui m'a le plus impressionné ici, c'est qu'il est étonnant de voir les riches faire la fête jour et nuit, alors que des milliers et des milliers de personnes meurent de faim. » Dans 2 de ses tableaux, elle a consigné ses sentiments à l'égard des Yankees et de leur décadence. Autoportrait à la frontière du Mexique et des États-Unis, en 1932, et Ma robe s'accroche là, de 1933. Elle a également laissé une déclaration sur les leçons qu'elle avait apprises dans le pays en disant « Je suis de plus en plus convaincue que la seule façon d'être un homme, je veux dire un être humain et non un animal, est d'être communiste. » Ces années ont été importantes pour elle, car elles lui ont permis d'approfondir son sentiment révolutionnaire et son désir de retourner au Mexique pour exprimer son indignation face aux injustices et aux inégalités du monde, pour peindre, pour vivre et pour lutter avec son peuple. Malgré l'inconfort de la vie aux États-Unis, elle y a réalisé plusieurs de ses œuvres et s'y est établie en tant que peintre. Le monde vivait une période de grande tempête de la lutte des classes, où l'impérialisme avançait dans une course effrénée au partage du monde, préparant une nouvelle guerre mondiale, créant une menace sérieuse d'agression imminente contre l'URSS et la dictature du prolétariat. Dans une tentative d'arrêter la croissance de la révolution prolétarienne mondiale, qui s'étendait à tous les coins du monde, l'impérialisme, par ses attaques contre diverses nations et la montée du fascisme, a créé une situation difficile pour les peuples opprimés et la révolution prolétarienne mondiale. Dans divers pays, une légion de masse armée s'est soulevée dans la lutte de libération nationale, à travers la guerre de résistance pour combattre le fascisme, pour la défense de l'URSS, de la dictature du prolétariat et de la révolution prolétarienne mondiale. Ces batailles ont été menées sous la direction magistrale de Staline, sous la bannière du Front antifasciste mondial,
promu par le 7e congrès de l'Internationale communiste. La principale lutte de ligne dans le mouvement communiste international, dans laquelle Staline a dévoilé les positions opportunistes déguisées en gauche, essentiellement petites bourgeoises, qui niaient la nécessité de préparer les partis communistes et le rôle des masses dans la révolution, telles que les positions de Trotsky contre la politique du front unique et la ligne du 7e congrès de l'Internationale communiste. Face à ces graves événements que sont l'imminence de la guerre mondiale et la montée du fascisme, Frida renforce son élan révolutionnaire et défend la résistance héroïque des ouvriers et des paysans espagnols contre le fasciste Franco, lors de la guerre civile espagnole. Elle participe à la fondation du comité de soutien aux républicains de Mexico et organise avec Diego l'arrivée de 400 réfugiés dans le pays. En 1937, après avoir été expulsé du RSS et d'autres pays, Trotsky se déclare politiquement persécuté par Staline et s'exile au Mexique. Cette déclaration n'était qu'un prétexte pour masquer le rejet de ses positions opportunistes par le parti de Lénine, dirigé à l'époque par Staline. À cette époque, Trotsky était déjà connu et combattu pour ses falsifications du marxisme-léninisme, et pour tous les sabotages qu'il avait menés contre la dictature du prolétariat, en tant que véritable agent de la bourgeoisie au sein de la première nation socialiste. C'était une période de lutte intense entre deux lignes au sein du mouvement communiste international, et la position de Trotsky a influencé des secteurs des partis communistes dans le monde entier, y compris au Mexique. Grâce à l'influence de Diego, Frida accueille Trotsky et sa femme Nathalie Sedova chez elle, où ils vivent pendant 2 ans. Ils vivent ensuite dans une maison voisine de celle de Frida, et, en 1940, Trotsky est victime d'un attentat dont il échappe vivant. Diego, considéré comme l'un des principaux suspects, entre dans la clandestinité, puis s'enfuit aux États-Unis. 3 mois plus tard, Trotsky est exécuté par Ramon Mercader. Diego n'est que soupçonné car il se trouve à San Francisco. À l'époque, parce qu'ils étaient proches de Ramon, Frida et sa sœur ont été emprisonnés pendant 2 jours, injustement soupçonnés de l'exécution de Trotsky. Diego, bien qu'il se dise communiste et marxiste, est en réalité anarchiste, et ses limites dans l'interprétation et l'assimilation de l'idéologie du prolétariat sont dues aux limites même du Parti communiste mexicain, qui en est encore à ses premiers pas sur la voie de la révolution. Des années plus tard, avec une meilleure compréhension idéologique en général et de la lutte à 2 lignes qui se déroulait au sein du mouvement international communiste, Frida a exprimé sa position sur ces événements dans son journal. Je comprends clairement la dialectique matérialiste de Marx, Engels, Lénine, Staline et Mao. Je les aime comme les nouveaux piliers d'un nouveau monde communiste. Et j'ai compris l'erreur de Trotsky depuis qu'il est arrivé au Mexique. Je n'ai jamais été trotskiste. Mais dans les années 40, je n'étais que l'allié de Diego, personnellement. Erreur politique. À la fin des années 1930, l'œuvre de Frida est reconnue au Mexique et dans le monde entier. Elle expose dans diverses galeries d'art. Au cours des années 1940, elle participe à des expositions au Mexique et aux États-Unis. En 1942, elle devient un membre fondateur du séminaire de la culture mexicaine, un événement qui réunit 25 artistes et intellectuels qui défendent la culture nationale. En 1943, elle travaille comme professeure d'art à l'école nationale de peinture, de sculpture et de gravure, la Esmeralda. Cette école, gérée par le ministère mexicain de l'éducation publique, s'adressait à des élèves issus de la classe ouvrière et de la paysannerie. Kahlo leur apprend à valoriser la culture mexicaine, les origines indigènes et la vie des gens dans les quartiers populaires, les usines, les villages et les bidonvilles. En septembre 1946, elle reçoit un prix pour son œuvre, Moïse, au Palais des Beaux-Arts de Mexico. À cette époque, c'est le glorieux triomphe sur le nazisme et la Seconde Guerre mondiale, une épopée grandiose de l'humanité, dirigée d'une main de maître par Staline, au cours de laquelle des millions de masses armées ont combattu dans le monde entier, vainquant la guerre impérialiste, formant plusieurs nations socialistes telles que la révolution chinoise dirigée par Mao Tse-tung. Ce sont des batailles qui ont porté la condition de la révolution prolétarienne mondiale à un autre niveau. Ces événements ont stimulé l'esprit de toutes les démocraties révolutionnaires et communistes du monde entier. Frida a célébré ce moment en exprimant dans son journal sa confiance dans la voie de la révolution. 30e anniversaire de la révolution bolchevique. L'arbre de l'espoir est solidement planté. Elle ressent le besoin de mettre plus profondément son art au service de la révolution, en lui donnant un caractère plus politique et plus idéologique. Dans les années 1950, les problèmes de santé de Kahlo s'aggravent et elle subit 7 opérations de la colonne vertébrale et l'amputation de la moitié de ses jambes droites. Face à la douleur et aux privations, elle affirme dans son journal son idéologie et la nécessité croissante de servir la révolution. Je dois lutter de toutes mes forces pour que le peu de choses positives que ma santé me permet de faire aille dans le sens de la révolution. À cette époque, elle réalise une peinture pour défendre le marxisme en tant que source de guérison pour la maladie, intitulée « Le marxisme donnera la santé aux malades », datant de 1954. Elle exprime la nécessité de s'appuyer sur un idéal politique face à l'inefficacité de la médecine moderne, pour montrer l'incapacité de l'impérialisme à garantir les conditions de vie des masses.
Dans cette perspective, elle affirme la nécessité de mettre sa peinture au service du peuple et du Parti communiste mexicain. En 1953, Lola Bravo, une importante photographe mexicaine, a organisé une exposition personnelle des peintures de l'artiste dans sa galerie d'art pour Rivera. Elle estimait qu'il était important pour Frida de célébrer son art avec son peuple, et savait qu'en raison de sa maladie, il ne lui resterait que peu de temps à vivre. Alitée à la suite de 7 opérations du dos, Frida s'est vue interdire par ses médecins d'assister à son exposition afin de ne pas compromettre son rétablissement post-chirurgical. Audacieusement, Frida est arrivée à l'exposition sur son propre lit. Elle a ainsi célébré avec ses visiteurs et ses amis l'un des moments les plus importants de sa vie, la reconnaissance de son œuvre comme une partie intégrante de la culture populaire mexicaine. Kahlo n'a jamais abandonné son élan révolutionnaire et sa défense du peuple. Le 2 juillet 1954, lors du coup d'état militaire au Guatemala de Castillo Armas, qui venait de prendre le pouvoir avec l'appui de la CIA, l'artiste, soigné pour une pneumonie et en fauteuil roulant, a participé à une manifestation sur la place Santo Domingo, la place centrale de la ville de Mexico, 11 jours avant sa mort. Avec des milliers de personnes, le poing levé, elle scande les slogans « Dehors gringo assassin » dans une nouvelle expression de l'internationalisme prolétarien. La célèbre phrase de Frida, après l'amputation de sa jambe droite, « Pourquoi voudrais-je des pieds alors que j'ai des ailes pour voler ?» montre clairement que pour elle, il n'y avait pas de limite lorsqu'il s'agissait de se battre pour sa vie et celle du peuple. C'est ce qu'elle a fait jusqu'à ses derniers jours, même en peignant des natures mortes, en enregistrant des slogans communistes et en rendant hommage aux dirigeants de la Révolution, Marx, Engels, Lénine, Staline et Mao Tse-tung, pour affirmer que son art devait être au service de sa principale bannière, la Révolution, la seule véritable raison de vivre. Le 13 juillet 1954, 6 jours après avoir fêté son 47e anniversaire, Kahlo décède. Lors de ses funérailles, des milliers de personnes lui ont fait leurs adieux avec une profonde émotion, tandis que le drapeau rouge avec le faucille et le marteau ont drapé son cercueil. Des milliers de personnes ont entonné l'hymne du prolétariat international en l'honneur de cette communiste. La Maison Bleue, où Frida Kahlo est née et a vécu la majeure partie de sa vie, est devenue le musée Frida Kahlo en 1958. Le musée rassemble certaines des œuvres de la peintre, des objets personnels, et conserve le journal qu'elle a écrit au cours des 10 dernières années de sa vie, où elle a exprimé ses sentiments les plus profonds sur la vie, les gens, l'art et la révolution, nous laissant plus que son héritage artistique, son exemple en tant que femme combattante et communiste. Nous rendons notre hommage prolétarien le plus chaleureux et le plus sincère à Frida Kahlo, héroïne du prolétariat international. Nous rejetons toutes les falsifications que le féminisme, le trotskisme et le révisionnisme font de son histoire et de sa position de classe, la réduisant à une marque de boutique, déformant son statut de communiste et sa véritable position de classe, la présentant comme une féministe libérale et non comme une femme du parti qui a adhéré aux idées les plus avancées de son époque, prenant position dans la lutte la plus féroce, telle que la lutte entre le léninisme et le trotskisme, prenant la défense des grands camarades Staline et du président Mao Tse-tung. La force et la fermeté de caractère de Frida Kahlo, capable d'affronter toutes les tragédies qu'elle a vécues avec un optimisme révolutionnaire, découlait de sa position idéologique de foi dans la révolution, le parti et les masses. Elle a donné sa vie et a mis son art au service de la révolution, dans un grand exemple de combattante de classe intrépide. La révolution est l'harmonie des formes et des couleurs. Et tout se rencontre et se bouge sous la même loi, la vie. Personne n'est à part des autres. Personne ne se bat pour lui-même. Tout est tout et un. L'angoisse et la douleur, le plaisir et la mort ne sont rien d'autre qu'un processus d'existence. La lutte révolutionnaire, dans ce processus, est une porte ouverte à l'intelligence.